à tous. Comme monsieur l'a dit, ma présentation s'intitule Le conspirationnisme sous influence américaine, le cas de Telegram. C'est le produit d'une étude qu'on a menée chez Géode que je voudrais vous présenter. Notre objectif était en fait tiré d'une étude précédente dans laquelle on avait identifié beaucoup de contenus complotistes dans des sphères francophones qui reprenaient des thématiques du complot d'une certaine manière purement américaine, comme par exemple la théorie du complot de QAnon, qui est essentiellement l'idée qu'il y a une élite au sein du Parti démocrate qui a organisé tout un réseau de pédocriminalité. C'est quelque chose d'américano-centré, ou encore des théories sur la fraude électorale aux États-Unis pendant l'élection présidentielle de 2020. Et on se demandait comment ça se fait que ces théories, qui sont donc purement américaines, se retrouvent et sont reprises, réadaptées dans le contexte français. On s'est demandé donc comment est-ce qu'on pouvait retracer le cheminement de ces complots pour les voir arriver dans ces sphères. Et pour ce faire, on s'est dit qu'on allait identifier leur point de passage par le réseau Telegram. Alors, pourquoi Telegram ? Parce que d'abord, les grandes plateformes, même si elles ont encore du mal à le faire, donc Facebook, Twitter, etc., ont mis en place des systèmes de modération, des systèmes de ban d'utilisateurs aussi, quand ils diffusent trop de contenu à caractère haine, complot, etc. Et les utilisateurs se sont déportés progressivement vers d'autres plateformes beaucoup moins régulées, notamment Telegram. Sur Telegram, n'importe qui peut créer une chaîne, il n'y a pas de modération en dehors de celle faite par la personne qui gère cette chaîne. Sur Telegram, on peut aussi repartager des contenus d'une chaîne à l'autre, ce qui permet d'avoir une discussion entre différentes chaînes et donc de créer des réseaux de conversation entre différents acteurs. Et enfin, on n'a pas d'algorithme sur Telegram qui pousse les utilisateurs vers telle ou telle chaîne. Le choix d'adhérence à une chaîne par un utilisateur est fait par l'utilisateur lui-même qui va aller regarder, chercher dans le moteur de recherche ou rechercher des personnalités qu'il connaît, qu'il veut suivre. Donc, on s'est dit que Telegram était un excellent terrain pour essayer d'identifier ces canaux de diffusion. Donc, pour ce faire, Géode a développé un outil de captation de contenu. Je suis désolé, j'ai un peu du mal avec toutes mes feuilles. Un outil de captation de contenu qui permet en fait de remonter le courant de la republication de contenu d'une chaîne à l'autre. Grosso modo, l'idée, c'est qu'on part avec un nombre de chaînes qu'on appelle les chaînes de profondeur 1, qu'on a défini nous-mêmes, qu'on rentre dans l'outil. À partir de là, notre outil va aller récupérer le contenu des messages, va récupérer plusieurs métriques sur ces messages, le nombre de partages, le nombre de réactions, etc., etc. Il va ensuite crawler le contenu de ces chaînes pour retrouver tous les contenus sur ces chaînes qui sont en fait des republications, c'est-à-dire des contenus provenant d'autres chaînes, de chaînes dites à profondeur 1. Et ensuite, va crawler toutes ces chaînes-là pour essayer de retrouver le contenu du message et toutes les métriques qu'on a eues dans les chaînes de profondeur 0. Et on peut continuer ça à une profondeur décidée par l'utilisateur en amont. Donc nous, dans notre étude, on a fait ça on s'est limité à la profondeur 1 dans la première étude pour essayer de voir vraiment est-ce qu'on arrive à retrouver en fait ici des chaînes américaines qui renvoient des contenus repris par nos chaînes à profondeur 0. Toutes ces données nous permettent d'obtenir ce qu'on appelle une base de données relationnelle, puisque chaque chaîne est donc connectée à une autre. Et grâce à ces chaînes, on va pouvoir obtenir des graphes algorithmiques qui vont ensuite pouvoir être analysés pour voir les canaux de diffusion. Donc notre requête, c'était essentiellement 108 chaînes que nous avions identifiées manuellement. On a 52 chaînes françaises, 28 chaînes francophones, donc suisses, belges, québécoises, des chaînes américaines, des chaînes européennes et des chaînes russes. Notre choix a été fait sur les chaînes françaises et francophones d'après une étude précédente où on avait identifié plusieurs acteurs et médias qu'on savait influents. On est ensuite manuellement remonté sur ces chaînes pour retrouver d'autres chaînes qu'on s'est dit seraient intéressantes de rentrer dans l'outil. On a fait de la même manière pour les chaînes américaines, européennes et russes. On a volontairement limité le nombre de chaînes américaines pour pas trop biaiser l'outil dans sa collecte. D'autant plus que la complosphère américaine est énorme. Donc si on avait mis plus de chaînes américaines, on aurait eu un graphe déjà gigantesque, mais aussi qui noyait le reste de nos communautés. Et enfin, on voulait savoir aussi si on avait la possibilité de trouver un espèce de réseau de diffusion complotiste européen. Donc voilà, le résultat de cette requête, donc on a fait tourner du 20 avril sur tous les messages publiés sur nos 108 chaînes du 20 avril au 3 juin 2022, a résulté en une base de données relationnelle de 12 485 chaînes. À partir de cette base de données relationnelle, on a donc fait un graphe que voici. Donc ce graphe, c'est le même, hein. Vous voyez le même à droite et à gauche, c'est simplement un zoom ici sur ce qui se passe au milieu.
Sur ce graphe, ce que vous voyez, chaque nœud est une chaîne et chaque lien est un échange de messages entre chaînes. Grosso modo, plus le nœud est gros, plus il a soit repris des messages, soit été repris par d'autres chaînes. En gros, c'est celui qui est au centre de la conversation. Les liens, pour la spatialisation du graphe, on a utilisé Force Atlas 2, l'algorithme de spatialisation, qui grosso modo fait se comporter les nœuds comme des aimants qui s'opposent. Donc, plus les aimants sont proches, plus ils vont avoir tendance à vouloir se repousser, et les liens vont agir comme des ressorts. Plus on va avoir d'échanges entre deux nœuds, plus les nœuds vont être forcés de se rapprocher. C'est comme ça qu'on obtient cette spatialisation. On a ensuite fait un calcul de modularité pour détecter automatiquement les communautés, que vous voyez ici représentées en couleur. Et ensuite, on est allé creuser les nœuds les plus importants de ces communautés pour identifier les acteurs et donc pouvoir donner un nom ou une orientation à ces communautés. Donc rapidement, ce qu'on a retrouvé, c'est ici, notre énorme communauté rouge ici, c'est essentiellement ce qu'on a appelé la communauté extrême droite complotiste pro-Trump. Donc là-dedans, vous allez avoir énormément de contenu en soutien à l'ancien président américain, mais toujours revêtant un caractère complotiste, que ce soit sur des questions de Covid, de fraude électorale et bien sûr de QAnon. Vous avez ici des chaînes qui sont totalement dédiées à une sorte de culte de personnalité de Donald Trump. Vous avez ici des chaînes suprémacistes blancs américains. Ici, des chaînes identitaires chrétiennes qui vont mélanger des chaînes européennes et américaines. Ici, au centre, vous trouvez toute une galaxie de complotistes qui sont, on va dire, à visée internationale. On ne trouve pas d'ancrage spécifique à un pays dans leur discours, mais ils vont reprendre toutes les grandes thématiques du complot et les rediffuser un peu partout dans le reste de notre graphe. Et ensuite, ce qui était très intéressant, c'est que immédiatement la modularité a détecté nos communautés de langue, nos communautés linguistiques et géographiques. Donc vous allez retrouver ici, par exemple, des Canadiens. Ici, vous avez des Allemands. Ici, vous avez des Italiens. Ici, vous avez les identitaires français, les complotistes francophones. Je dis bien francophones parce qu'on va avoir un mélange de français, de québécois, de suisses et de belges. Des hispanophones. Donc on a une vraie cohérence dans la spatialisation de notre graphe. Ensuite, l'objectif étant de savoir si effectivement les contenus qui proviennent de cette communauté-là arrivent dans cette communauté-là et par quel canal est-ce qu'ils passent, on a commencé à zoomer sur nos communautés. D'ailleurs, petite note, on a été très surpris de voir la taille de la communauté extrême droite pro-Trump. Rappelez-vous, seulement 16 de nos 108 chaînes d'entrée étaient américaines. Donc là, on se retrouve avec un graphe où une majorité des chaînes sont américaines. Ce qui indique la forte présence, en tout cas, de ces réseaux sur Telegram. On a creusé donc cette communauté pour essayer de voir un peu qui était dedans et on a trouvé plusieurs personnalités intéressantes. Alors, des chaînes complotistes un peu classiques qui vont reprendre ou publier beaucoup de contenu un peu indéfini, entre guillemets, mais aussi beaucoup de personnalités qu'on connaît bien dans le milieu de l'extrême droite et du complotisme américain, notamment des médias comme Project Veritas, Gateway Pundit, Jack Posobiec, Charlie Kirk, ou aussi des personnalités politiques comme Sidney Powell, qui était une avocate de Donald Trump dans la contestation des résultats de l'élection de 2020, General Flynn, que vous avez sûrement entendu parler, qui était l'ancien directeur de la NSA sous Donald Trump et qui a dû démissionner. On retrouve aussi, qu'on voit pas là sur le graphe, d'autres élus américains. On a retrouvé par exemple Marjorie Taylor Greene, je ne sais pas si son nom vous parle, mais si vous connaissez un peu les États-Unis, normalement il devrait vous parler. Des gens comme Matt Gaetz, Kelly Townsend, qui est une élue dans l'Arizona, qui niait les résultats de l'élection, ou le sénateur du Wisconsin Ron Johnson, qui était très actif sur la désinformation au niveau sur les questions de Covid. Sur ce graphe aussi, la taille des nœuds est basée sur ce qu'on appelle le degré sortant, c'est-à-dire les chaînes dont les contenus ont été le plus repris par d'autres nœuds du graphe. Et c'est dans cette communauté-là qu'on va retrouver ces plus gros nœuds sortants. Qu'est-ce que ça veut dire? Grosso modo, c'est de cette communauté-là que la majorité des contenus vont être repris et rediffusés ailleurs. C'est en fait elle qui irrigue, grosso modo, la majorité de notre graphe. Donc, par où est-ce qu'on retrouve nos contenus complotistes dans la communauté francophone venant de la chaîne américaine? On a trouvé plusieurs chemins de transmission. Le premier, qui était un peu le plus évident, c'était qu'il passait par nos communautés centrales, nos complotistes internationales, comme je les ai appelés tout à l'heure. Et effectivement, quand on commence à regarder un petit peu comment les nœuds sont connectés entre nos communautés francophones ici et notre communauté américaine, on voit bien que certains nœuds ici au milieu agissent comme des espèces de portes d'entrée, des points de circulation qui vont permettre au contenu de partir d'ici, d'être repris ici pour ensuite être repris par ces gens-là.
Là encore, les contenus qu'on a vu passer sont effectivement des conspirations purement américaines, comme j'ai dit tout à l'heure, QAnon ou le déni des résultats de l'élection de 2020. Mais en dehors de cette transmission indirecte, on a aussi vu beaucoup de points de passage de transmission directe. Ici, on a volontairement coloré la couleur des liens par la couleur du nœud, c'est-à-dire par la provenance du message. Et on voit qu'on a une majorité de liens rouges, ce qui signifie qu'en fait, le sens de circulation de l'information vient comme ça. Ces chaînes reprennent majoritairement le contenu qui vient des chaînes ici. L'inverse est quasiment jamais le vrai, et jamais vrai. Donc on a effectivement vraiment une forme d'irrigation de la complosphère francophone par des contenus qui proviennent de notre communauté, de notre plus grosse communauté d'extrême droite pro-Trump. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que notre communauté francophone, elle se divise un peu en deux. On pourrait tracer une ligne, là, ici, au milieu, avec une majorité plutôt des chaînes à tendance québécoise en haut. Et là, en bas, ça va être un mélange vraiment francophone européen, donc des chaînes françaises, suisses et belges, avec des personnalités plutôt bien connues de ces milieux. Dans cette transmission directe, on s'est aussi posé la question de comment exactement est-ce que les messages étaient repris. On a trouvé deux modes de circulation. Un assez facile à identifier comme on a le contenu des messages, qui est en fait une transmission directe. C'est un copier-coller, c'est-à-dire qu'on a une publication qui vient d'une chaîne le 7 mai 2022 dans la communauté américaine complotiste, qui a été repris le lendemain par une chaîne de la communauté francophone. Vous voyez que c'est exactement la même chose, on a la même vidéo, le texte était exactement identique. On a aussi un autre système de transmission qui est beaucoup plus difficile à détecter parce qu'en fait, il passe par de la traduction. Donc là, ça a été un travail manuel quantitatif assez chronophage de remonter dans notre base de données en recherchant des mots-clés, en recherchant les images dans les messages, etc. Mais on retrouve pas mal d'instances dans lesquelles on va retrouver un message qui sort de la communauté américaine pro-Trump, qui est traduit par toute une série de chaînes dans la communauté francophone qui sont en fait des espèces de grands traducteurs du complot qui vont reprendre des contenus de plein de langues différentes et les retraduire en français. Et ces contenus seront ensuite repris par des chaînes de nos communautés francophones. Donc ici, vous voyez, on a deux chaînes francophones qui ont repris la traduction qui avait été faite par cette chaîne-là, qui est en fait un copier-coller de l'original américaine. Cette étude, elle a aussi levé quelques zones d'ombre qu'on a voulu identifier aussi. Notamment, on a découvert dans notre énorme graphe plusieurs chaînes, beaucoup de chaînes même, qui étaient soit russophones, soit en général promouvant des intérêts pro-russes ou des narratifs pro-russes, notamment vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Et ces chaînes n'existaient pas en communauté, contrairement à toutes les autres que j'ai pu vous montrer sur le graphe. Elles étaient un peu parsemées partout. Et on s'est posé la question de pourquoi. Et on avait deux hypothèses. La première, c'était qu'elles sont tellement bien implantées dans les systèmes complotistes mondiaux qu'en fait, elles n'ont pas besoin de se structurer en communauté puisqu'elles sont capables de diffuser leurs informations et leurs narratifs directement dans les communautés ciblées. L'autre possibilité, c'était qu'en fait, notre graphe n'était pas allé assez loin, qu'on n'avait pas assez de données. Donc on s'est dit, on va essayer de relancer notre outil, cette fois-ci à une profondeur de 2. Je vous rappelle que le premier avait fait juste un seul passage. On a fait un deuxième passage sur toutes les chaînes qu'on avait récoltées pour essayer de voir quelles ont été les republications. Et on a obtenu donc un nouveau graphe qui est sensiblement exactement le même que le précédent, simplement plus large. Il y a plus de chaînes, on a maintenant 23 000 chaînes. Et les communautés sont grosso modo les mêmes. Donc on retrouve notre extrême droite pour le complotiste pro-Trump ici qui est la plus grosse. On retrouve nos identitaires chrétiens. On retrouve nos complotistes internationaux. On retrouve évidemment nos francophones et nos communautés linguistiques ici. Et une nouvelle petite communauté ici qu'on a appelée impérialiste pro-russe. Donc nos chaînes russes sont agrégées dans une communauté internationaliste russe. On a quand même voulu creuser un petit peu plus... où étaient ces chaînes. Donc, dans la communauté impérialiste russe, on a retrouvé beaucoup de personnalités qui jouent un rôle de diffusion des intérêts russes, souvent en russe, et des chaînes qu'on avait déjà dans notre graphe précédent. Mais on a aussi trouvé qu'on avait beaucoup de chaînes toujours promouvant les intérêts russes, toujours localisées à l'interface de nos différentes communautés linguistiques. Donc, ici, par exemple, pour les Français, ici pour les Allemands, ici pour les... Il me semble que ça, c'est de mémoire, c'est les hispanophones. Et ici, au niveau de la galaxie complotiste européenne, internationale, pardon.
Ce qui était intéressant, c'est que nos chaînes russes ici, elles ne sont pas connectées à la galaxie impérialiste pro-russe. En revanche, on voit une vraie connexion qui se fait ici entre cette fameuse galaxie impérialiste pro-russe et notre complotisme international. Donc, on a plus ou moins répondu à notre hypothèse. D'une part, on n'avait pas assez de données, puisque quand on récupère plus de données, on trouve effectivement cette communauté. Et en même temps, effectivement, les cercles de désinformation russes sont quand même très bien implantés au sein de nos différentes communautés. Je vais terminer là-dessus, je ne sais pas s'il me restait beaucoup de temps, mais je vais terminer là-dessus en concluant pour dire que grosso modo ce qu'on a trouvé dans cette étude, c'est qu'en fait il y a effectivement vraiment une espèce de galaxie internationale du complotisme qui existe, sur Telegram en tout cas, et que cette galaxie est très très fortement, ce qu'on ne suspectait peut-être pas en entrée de l'étude, est vraiment irriguée par les Américains, et les Français et les francophones ne sont pas du tout immunisés à tout ça. Il y a d'un côté, ce que ce graphe nous dit, c'est que les Américains produisent des contenus complotistes que les francophones viennent ensuite consommer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si j'ai encore du temps et vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut. Oui, je crois que vous avez un micro, il me semble, pour vous. La prééminence que vous montrez des chaînes américaines, est-ce qu'il n'y a pas un biais de volume? Est-ce que ce ne serait pas parce que ces chaînes produisent plus de messages que les autres? C'est tout à fait possible. De toute façon, c'est impossible de capturer l'étendue des connexions qui vont exister sur Telegram. Simplement, faire tourner l'outil pour récupérer les graphes qu'on a récupérés, ça a pris plusieurs semaines, je crois. Donc, est-ce que vous avez essayé de neutraliser l'effet volume du matériel de chaque chaîne, les unes par rapport aux autres? dans le sens en faisant tourner l'outil, de mettre moins de chaînes américaines? Non, dans le sens de si une chaîne produit 1000 alors qu'une chaîne produit 100, on va forcément voir la chaîne qui produit 1000 plus importante que l'autre. Je vois ce que vous voulez dire. Après, nous, notre spatialisation du graphe et les contenus qui sont repris, de toute façon, l'objectif, c'est de savoir qui parle. D'accord? Donc, si une chaîne produit 1000 et qu'elle est reprise 1000 fois, du coup, on l'a capturée dans le graphe. Si une chaîne produit 1000 mais personne ne la reprend, on ne l'aura pas dans notre graphe. Donc, à ce niveau-là, le volume de publication n'affecte pas particulièrement. Il l'affecte forcément, mais pas les relations qui vont exister entre nos différents nœuds. Vous n'avez pas du tout parlé de l'Afrique dans vos présentations. Il n'y a plus d'Afrique francophone, ils ne sont pas connectés à Telegram. Vous avez une idée de... C'est une excellente question. Ils n'étaient pas dans notre graphe. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas du coup de raison de pourquoi. Ils n'étaient pas dans notre graphe. Je pense qu'on peut se poser la même question de savoir par rapport à cette question de ce que j'expliquais à la fin sur la localisation des chaînes russes. Soit il y en avait, mais elles étaient tellement petites qu'on les a pas détectées dans le travail d'identification des communautés. Donc ils étaient peut-être noyés dans la communauté francophone. Peut-être qu'en retournant le graphe une fois de plus à une autre profondeur, effectivement, on pourrait découvrir un nouveau terrain. Plus de toute façon on fait tourner l'outil, même sur ces 108 chaînes en entrée, plus on va récupérer, plus on va pouvoir aller loin dans la complosphère en fait. Donc potentiellement, effectivement, l'Afrique apparaîtrait à ce moment-là. D'autres questions? Monsieur? En termes d'efforts humains que ça prend pour faire cette analyse-là, même si vous utilisez votre outil, combien de temps à peu près vous pensez que ça prend pour faire tout ce travail-là, en fait? Faudrait que je revoie combien de temps on a passé dessus. Très honnêtement, on était 4 ou 5 à travailler dessus et à analyser le graphe. On n'a pas pu aller autant en profondeur qu'on aurait aimé, et on a mis l'analyse et la lecture pure du graphe. Je pense qu'on a mis bien une bonne semaine chacun. Merci pour votre question. À ma gauche, non. À ma droite. Je vous demande de l'applaudir, Romain Vinadia.